aujourd'hui, nous sommes face à une démission massive, parce qu'il n'y a pas d'espoir que les conditions de travail s'améliorent. Donc si on n'a pas ce plan de formation massif, on va dans le mur. Et aller dans le mur dans notre secteur, c'est des morts. Des morts. Voilà, il faut le dire clairement. Ce gouvernement ment en permanence. Il ment, il est autoritaire, il est dans le déni de la gravité de la situation, il est incapable d'autocritique. Moi, je suis pour pousser à ce que, de manière un petit peu virulente, on foute le bordel. On foute le bordel pour que M. Macron se retrouve en difficulté, dissolve l'Assemblée nationale, et puis qu'on puisse être dans une dynamique positive pour dire on peut changer les choses si on élit une autre majorité à l'Assemblée nationale. Lits, services et hôpitaux fermés, personnel exténué, ça suffit, agissons, réagissons. C'était le mot d'ordre de l'appel à mobilisation pour le secteur de la santé ce jeudi 22 septembre, notamment lancé par l'Union syndicale assistante publique CGT dans un communiqué. Après un été particulièrement rude et dramatique, la PHP s'enfonce dans les abîmes, a déclaré l'organisation syndicale. Christophe Prudhomme, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez manifesté aux côtés de vos collègues pour dénoncer le démantèlement de l'hôpital public. On peut voir quelques images qui ont été captées par notre camarade Jémil, qui a couvert l'événement pour le média. Alors, toujours malgré la pandémie, on l'a vu, il y a eu plus de 5700 lits d'hospitalisation qui ont été fermés en 2020 dans les établissements. Selon vous, est-ce que cet appel à la mobilisation a été entendu ? Écoutez, les mobilisations ont été multiples dans toute la France. Il est clair que les personnels de santé ne font pas de manifestations massives. Ce sont des mobilisations ponctuelles. Vous voyez, là, c'était un rassemblement de 13h à 16h pour que les collègues puissent se déplacer en sortant du travail. Vous savez, quand on manifeste, quand on est professionnel de santé, on manifeste sur son temps de repos. Parce que quand on est en grève, on est assigné. Assigné, ça veut dire qu'on est obligé de venir travailler parce qu'il faut assurer la continuité du service. Donc forcément, il faut qu'on invente des formes de mobilisation autres que les formes traditionnelles de grandes manifestations. Donc il y a ces rassemblements. On fait appel aujourd'hui à la justice. Les syndicats CGT aujourd'hui font des signalements au procureur de la République pour mise en danger des patients et des personnels. D'ailleurs, le premier signalement a été fait à Laval, qui est un hôpital assez emblématique au niveau des fermetures des services d'urgence, puisque c'est un hôpital d'une ville-préfecture qui a fermé brutalement son service par manque de personnel. Vous imaginez ce que ça veut dire pour la population du département. Et donc là, nous sommes très satisfaits, puisque le procureur a décidé de lancer une enquête. Donc nos collègues secrétaires des syndicats CGT et FO de l'hôpital vont être entendus. Aujourd'hui, j'ai appris aussi que la famille de cette personne qui est décédée sur un brancard à Strasbourg portait plainte. Et je l'ai déjà dit sur d'autres médias aujourd'hui, nous ferons tout pour les soutenir, pour que les responsabilités soient recherchées jusqu'au plus haut niveau. Voilà, parce qu'il y a des responsables aujourd'hui. Vous savez, la qualification juridique, c'est perte de chance par défaut de moyens. Donc, qui est responsable du défaut de moyens? Celui qui est responsable du défaut de moyens est responsable du décès. Et qui est-il selon vous? C'est toute la chaîne. Depuis tous ceux qui appliquent les mesures. Alors ça peut être un certain nombre de directeurs d'hôpitaux, un certain nombre de médecins qui sont dans des instances décisionnelles, les directeurs d'ARS, des agences régionales de santé, les ministres de la Santé et le président de la République. Nous lancerons des procédures pour aboutir à dénoncer un scandale qui est du même type que le sang contaminé. Alors vous l'avez dit, Christophe Prudhomme, lorsqu'on est soignant, c'est quasi mission impossible pour se mobiliser. Et donc du coup, forcément, le rapport de force s'en trouve amoindri. Quels sont les leviers disponibles pour vous faire entendre des dirigeants? Comment construire un rapport de force? Le rapport de force, on le construit grâce à vous les médias, avec la population. C'est montrer qu'une autre politique est possible. C'est briser le plafond de verre sur le fait que c'est la crise, il n'y a pas d'argent, il faut faire des économies. Non. Vous savez, aujourd'hui, la crise de l'hôpital, c'est un manque de personnel. Et ce manque de personnel a été organisé par les gouvernements successifs, accéléré par M. Macron. Et c'est une logique de destruction des services publics. Il y a 2 services publics qui, au cours du XXe siècle, enfin la deuxième partie du XXe siècle, ont été financés par les collectivités, l'éducation et la santé. Or, aujourd'hui, pour les gens comme M. Macron, ce sont des sources pour l'ouverture au marché, l'éducation et la santé. Donc, la stratégie est de détruire ces services, c'est-à-dire les rendre tellement peu performants que l'alternative obligée pour ceux qui pourront se la payer,
c'est d'envoyer leurs enfants dans une école privée, payante, et d'utiliser le service privé d'hospitalisation, les médecins privés, en prenant des assurances privées. C'est le système américain, mais vous savez, là, il y a une grande claque pour l'Amérique qui vient de survenir, là, il y a quelques jours, sur l'espérance de vie. L'espérance de vie des Américains aujourd'hui est plus faible que l'espérance de vie des Chinois. Voilà, donc ça, c'est quand même un signe qu'on peut critiquer les politiques autoritaires d'un certain nombre de pays, mais quand les politiques dans ces pays permettent aux gens de vivre mieux qu'avant, que leurs enfants vivent mieux que les parents, que les petits-enfants vivent mieux que les enfants et que les grands-parents, ben écoutez, il y a une certaine confiance dans la population, dans la politique qui est menée. Alors que nous, et en particulier ici en Seine-Saint-Denis, ça fait 2 générations que les enfants et les petits-enfants vivent moins bien que leurs parents et que leurs grands-parents. Donc à un moment donné, nous vendre la grande démocratie, etc., ça a des limites, quoi. Hein. Voilà, je le dis de manière un peu brutale, mais parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors nous étions aux médias présents dans ce rassemblement parisien. Djemil nous a rapporté qu'il semblait être peu suivi. Alors comment vous analysez aussi l'absence de la population à vos côtés, alors que la crise de l'hôpital est quand même un enjeu majeur ? Ah, mais la population se manifeste. Là, une manifestation l'après-midi, il y avait des gens qui sont passés, qui n'étaient pas les soignants. Mais vous savez, on fait signer des pétitions. On a des comités de défense des hôpitaux qui existent dans de très nombreux établissements en France. J'étais la semaine dernière à Aubenas, en Ardèche, pour une réunion publique. La salle était pleine. Voilà, donc je vous dis, voilà. Enfin, même vous, le média, les journalistes, vous n'analysez pas bien la situation. Je vous dis que ce qui nous intéresse, expliquez-nous. Ce qui nous intéresse, c'est que vous alliez interroger les gens qui sont là pour manifester. On ne sera jamais 100 000 dans la rue. On est au boulot. Là, le nombre de manifestants, il faut savoir qu'en Ile-de-France, c'est parfois plus difficile de faire venir des gens sur un point fixe. Parce que pour venir de son hôpital dans l'Essonne ou en Seine-et-Marne, c'est parfois plus loin que de faire Paris-Lyon en TGV. Mais le patient est quand même la victime directe des dysfonctionnements qui ébranlent l'hôpital public. Donc on s'attend quand même à une mobilisation de la population, en dehors du secteur de la santé. Oui, mais la mobilisation de la population, là, c'était une mobilisation des professionnels. On appelait la population à venir nous soutenir. Mais bon, il faut comprendre qu'un jeudi après-midi, c'est pas forcément le meilleur moyen de mobiliser la population. Nous sommes satisfaits de la mobilisation aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir informer la population, mettre en avant nos propositions. Et donc, on a des choses très simples et qui permettent de mobiliser la population aujourd'hui. On a besoin d'un plan de formation et d'embauche massive à l'hôpital. Et avec 2 mesures qui sont essentielles aujourd'hui, c'est la fin de Parcoursup, qui est une catastrophe pour les jeunes, en particulier pour les métiers de la santé, du médico-social et du social, parce que quand on arrive dans ces formations, alors qu'il n'y a pas la motivation, vous voyez, par défaut, c'était le 20e choix sur Parcoursup, le résultat, là, on vient d'avoir effectivement les éléments statistiques sur la sortie des écoles d'infirmières sur la formation 2019-2022, 40% de taux d'abandon et d'échec. Alors qu'avant Parcoursup, on était à 5%. Et l'autre proposition, c'est pas une proposition comme ça qu'on sort du chapeau. C'est quelque chose qui existait quand j'étais plus jeune, dans les années 70 et jusqu'au début des années 80. C'est les contrats d'études. On avait du mal à recruter dans les hôpitaux à l'époque. Et donc les contrats d'études, c'est quoi ? C'est que l'étudiant, dès qu'il rentre dans son école professionnelle, il est payé. Pas une bourse, il est payé. Donc il paye des cotisations sociales et en particulier, il paye des cotisations retraite. Donc à 18 ans, il commence à cotiser à sa retraite. Et forcément, il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est qu'il est préaffecté sur un établissement ou un territoire. Donc ça lui permet de se projeter dans la vie. Et pour les professionnels en poste, ce qui est important, parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à une démission massive. Parce qu'il n'y a pas d'espoir que les conditions de travail s'améliorent. Si on sait qu'on a des collègues qui vont arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, écoutez, on peut faire des heures supplémentaires comme on nous demande de le faire aujourd'hui, on peut faire cet effort. Là, aujourd'hui, pourquoi les gens démissionnent ? Parce qu'il n'y a aucun espoir d'amélioration dans la politique actuelle qui est menée. Des démissions massives alors qu'il y a des postes vacants, vous l'avez rappelé, c'est des chiffres que vous avez rappelé dans un tweet, près de 2000 postes d'infirmières vacants en ce moment. À l'assistance publique. À l'assistance publique. À l'assistance publique, mais sur l'ensemble du secteur de la santé et du médico-social, il manque aujourd'hui 60 000 infirmières. 60 000, voilà. Donc, comme ce sont des secteurs d'activité qui se développent, c'est France Stratégie, qui est un organisme d'État, c'est l'ancienne commission au plan, chiffre le besoin en emploi supplémentaire dans le domaine de la santé et du médico-social en 2030 à 700 000.
700 000 professionnels supplémentaires, sans compter ceux qui vont partir à la retraite qu'il va falloir remplacer. Donc si on n'a pas ce plan de formation massif, on va dans le mur. Et aller dans le mur dans notre secteur, c'est des morts. Voilà, il faut le dire clairement. Il y a un moyen de compenser justement ce manque de personnel soignant, c'est la réintégration des personnels soignants non vaccinés au coronavirus. On rappelle que le Parlement a adopté définitivement mardi 26 juillet un projet de loi qui a mis fin le 1er août au pass sanitaire. Et selon ce texte, l'obligation vaccinale des soignants sera suspendue dès que la haute autorité de santé jugera qu'elle n'est plus justifiée. Alors on en est où aujourd'hui ? Écoutez, aujourd'hui, on n'a pas avancé. Donc il y a toujours l'obligation vaccinale. Donc le problème, c'est les drames humains que ça a provoqué chez les gens qui ont refusé de se faire vacciner. Alors aujourd'hui, ils sont pas très nombreux. Donc il faut les réintégrer. Toute personne, tout soignant supplémentaire aujourd'hui, c'est une bouffée d'oxygène. Mais ça suffira pas. Ça suffira pas. Ça c'est clair. C'est plus, je vous dis, sur l'aspect humain. On les a mis de côté, on les a stigmatisés. C'est scandaleux. Alors qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, que cette obligation vaccinale, si dans un premier temps, elle pouvait se justifier éventuellement, aujourd'hui, il n'y a aucune justification. On voit bien, là, l'épidémie repart, c'est principalement les jeunes. Et moi, je suis fondamentalement convaincu que la vaccination est utile, mais je respecte ceux qui refusent de se faire vacciner. Mais il faut la cibler aujourd'hui, parce qu'on a le retour d'expérience. Aucune surmortalité chez les moins de 35 ans liée au coronavirus. La mortalité est centrée, ciblée sur la population âgée et sur la population de plus de 50 ans qui a des facteurs de risque que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, on a des vaccins qui ont une efficacité qui n'est pas fantastique, mais qui est quand même, qui, quand on est une personne à risque, évite de faire des formes graves, donc qui diminue quand même la mortalité. Donc voilà. Donc, si on avait eu un débat serein, sans stigmatiser à la fois les non-vaccinés ici ou nos collègues dans les DOM qui avaient des raisons d'être suspicieux puisqu'ils ont vécu avec le chlordécone, on ne serait pas dans la situation de crise que l'on connaît actuellement dans les établissements de santé, dans les DOM, et en particulier aux Antilles. Voilà. Donc, ce que l'on conteste aujourd'hui, c'est que ce gouvernement ment en permanence. Il ment, il est autoritaire, il est dans le déni de la gravité de la situation, il est incapable d'autocritique. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des propositions. Nous pensons qu'il va y avoir un débat sûrement assez animé autour du projet de loi de la sécurité sociale, puisque M. Macron n'a plus son armée de Playmobil, où il suffisait d'appuyer sur le bouton et puis ils votaient tous en levant le bras comme ça. Donc on va poser des questions, on va proposer des amendements, fin de Parcoursup, contrat d'études, les 32 heures sur 4 jours et 3 jours de repos, parce que ça aussi, vu la pénibilité de nos métiers, c'est une source d'attractivité. Un moratoire sur les restructurations, les fermetures de lits. Vous voyez, c'est des choses tout à fait concrètes, immédiates. Après, il y a d'autres mesures qu'il faut prendre. Il va y avoir la négociation sur la convention médicale qui va s'ouvrir aujourd'hui. Il faut se mettre autour de la table avec les médecins, pas imposer brutalement de manière autoritaire des choses qui paraissent évidentes et qui existent dans des pays comme l'Allemagne ou l'Autriche. Il faut que tous les médecins participent à ce qu'on appelle la permanence des soins, c'est-à-dire fassent des gardes. Si tous les médecins acceptent de travailler une nuit par mois, un week-end toutes les 6 semaines, eh bien, on aura des médecins qui pourront se déplacer pour visiter les personnes qui en ont besoin quand ils ont 42 fièvres et qui ne peuvent pas se déplacer dans une maison. Parce qu'aujourd'hui, on nous propose des maisons de soins non programmés. Ça, c'est de la médecine ubérisée. C'est très bien pour la personne jeune qui a une grippe. Mais quand vous êtes une personne relativement âgée, avec que vous n'avez pas forcément de voiture et que vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez besoin d'une visite à domicile. Alors aujourd'hui, le nombre de visites à domicile a fortement diminué. Et puis, vous avez 600 000 personnes atteintes d'affections de longue durée, donc des gens qui sont gravement malades, avec des maladies chroniques, qui n'ont plus de médecin traitant. Donc voilà, donc ce sont des priorités politiques qu'il faut aujourd'hui régler. On va continuer de parler de cette médecine ubérisée. Je pense que, je fais allusion au SAS, au SAS, au service d'accès aux soins. Donc ça a été lancé en 2020 par Agnès Buzyn dans le cadre du pacte pour la refondation des urgences. Et donc c'est une plateforme téléphonique qui permet d'accéder à toute heure et à distance à un professionnel de santé. Et c'était censé justement, ça aurait dû aider à désengorger les urgences. Est-ce que ce dispositif a amélioré la situation ? On en a assez des mesures gadgets. Voilà, parce que oui, c'est très bien de pouvoir avoir accès à une plateforme téléphonique, mais si la plateforme téléphonique n'a pas de solution à proposer, s'il n'y a pas de médecins qui font de visite à domicile, ça sert à quoi ?
Parce que moi, c'est mon métier, la médecine par téléphone. Je travaille dans un SAMU. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est en permanence sur la corde raide parce qu'on n'a pas d'autre solution que le conseil, dans beaucoup de cas, ou de dire aux gens, venez quand même aux urgences. Voilà, parce qu'il n'y a pas de médecin pour faire les visites à domicile. Il n'y a pas de médecin en EHPAD. Vous savez, en EHPAD, dans les EHPAD, la plupart des gens viennent à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de médecin et qu'il n'y a pas d'infirmière la nuit, le week-end et les jours fériés. Voilà. Alors que ces personnes, s'il y avait un médecin qui passait dans la journée, une infirmière la nuit pour administrer les soins, elles seraient beaucoup mieux dans leurs EHPAD, où il y a des personnels pour faire la toilette, pour leur donner à manger, plutôt que de venir aux urgences, où on les laisse sur des brancards dans des conditions inhumaines, et où ils meurent sur des brancards. Voilà. Donc, il arrive un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, les mesures gadgets, vous voyez, pourquoi alors, il y a des choses intéressantes, mais c'est quand même face à la gravité de la situation que l'on rende gratuite la contraception d'urgence pour toutes les femmes, très bien. Mais que ça fasse la une des médias pendant une journée, on voit bien que c'est la mesure gadget pour cacher et pour éviter le débat sur ce dont on parle aujourd'hui. Voilà, donc, et alors là, cette mesure sur la contraception d'urgence est une très bonne mesure, mais alors nous dire qu'il va y avoir 3 consultations gratuites à 25, 45 et 65 ans, elles existent déjà dans les centres de la sécurité sociale. Mais il se fout de nous. Et je l'aime bien, monsieur François Braun, c'est un collègue, je le connais depuis 25 ans. Écoutez, pour discuter de la pluie et du beau temps, pour boire une bière, pas de problème. Mais là, je l'ai traité de menteur. Quand il a nié le fait à l'Assemblée nationale qu'il y avait des services d'urgence qui fermaient, il faut dire les choses. C'est pas, on régulait pas l'accès. Du jour au lendemain, parce qu'il n'y avait pas de médecin, on appelait les médias, France Bleu, enfin les médias publics, pour dire ne venez pas aux urgences, il n'y a pas de médecin, les urgences sont fermées. Il faut faire 30 ou 40 km de plus, et pas dans des petites villes. Laval, Valence, le week-end du 15 août, l'hôpital de Valence, Grenoble, Bordeaux. Et là, ce qui est catastrophique, c'est qu'est-ce que propose M. Braun? C'est de généraliser ces mesures de fonctionnement dégradé de l'hôpital dans la loi de finances de la sécurité sociale. C'est-à-dire que là, ce qui a été fait dans un certain nombre d'hôpitaux, c'est-à-dire le filtrage pour arriver aux urgences, il veut le généraliser à l'ensemble du territoire. Alors d'une part, les SAMU ne sont pas aujourd'hui équipés en personnel ni même en téléphonie pour pouvoir encaisser le surcroît d'appels. Donc ça va être la catastrophe. Or, quand vous avez quand on ne décroche pas dans les 30 secondes et au maximum dans la minute l'appel, on ne sait pas si l'appel c'est 42 fièvres ou un arrêt cardiaque. Si vous mettez 10 minutes pour décrocher quand la personne appelle pour un arrêt cardiaque, bah écoutez, ce n'est pas la peine d'envoyer les secours. Il suffit d'envoyer le médecin pour signer le certificat de décès. Hein, voilà, il faut être clair. Donc, c'est complètement inadapté. Et puis, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est... Vous savez, les gens ne viennent pas par plaisir aux urgences. Le problème, ce ne sont pas les gens qui viennent aux urgences sur leurs 2 pieds et qui repartent sur leurs 2 pieds. Le problème des urgences, et d'ailleurs les personnels de Bordeaux, qui est le premier CHU qui a filtré les urgences, se sont mis en grève courant juillet pour dire notre problème, ce n'est pas le filtrage à l'accueil, c'est les gens qui stagnent sur des brancards parce qu'il n'y a pas de lit. Le problème, c'est les lits à l'hôpital pour hospitaliser les gens qui en ont besoin. C'est 20 à 30% des patients qui passent aux urgences. Et aujourd'hui, on n'a pas de lit. Et ça, eh bien, écoutez, 100 000 lits fermés en 25 ans. Premier quinquennat de M. Macron, 17 000, plus de 17 000 lits fermés. Et ils continuent. Ici, en Ile-de-France, ils accélèrent la restructuration des hôpitaux de l'assistance publique. Donc la fermeture de 2 grands hôpitaux, Bichat et Beaujon, est aujourd'hui accélérée pour construire un hôpital à Saint-Ouen, sur un terrain qui est inadapté, avec un accès, c'est à la ligne 13 et 14, enfin, où c'est une catastrophe au niveau des transports en commun. Et on va supprimer 300 lits. Alors qu'on est dans la zone d'Île-de-France où on manque le plus de lits. Alors je rappelle juste que le docteur François Braun, c'est à lui que le président de la République avait confié la mission Flash, la fameuse mission Flash le 31 mai dernier. Donc en fait c'est la commande d'un 3e rapport. D'autres avaient été commandés par Agnès Buzyn. Est-ce que vous pouvez nous parler des conclusions de cette mission Flash ? Les conclusions de cette mission Flash, on a instauré un fonctionnement dégradé qu'on veut, c'est ce que je viens de vous dire, qu'on veut pérenniser. Okay. Voilà. Les 2 mesures que devait prendre M. Braun, c'est demander à tous les médecins de prendre des gardes. Hein, on n'inventera pas les médecins qui n'existent pas. Et puis il faudrait former un peu plus de médecins parce que là quand même, M. Braun, comment ça se fait qu'on jette des jeunes des facs de médecine et que la faculté de médecine de Zagreb ouvre une formation pour les médecins français à Orléans ? Quand même, hein, on est la 7e puissance mondiale, la Croatie, ça doit être la 40e. Ils viennent nous aider à former des médecins parce qu'on n'est pas capable de former des médecins. Il y a quand même un petit problème. Voilà, donc là,
pour tous les médecins, en se donnant les moyens. La question, c'est pas d'imposer, mais on se met autour de la table avec les médecins, c'est une priorité. Et la visite à domicile. Déjà, si on fait ça, on améliore le fonctionnement et on diminue le nombre de venues aux urgences de patients qu'on doit hospitaliser parce qu'il n'y a pas d'autres solutions. Quand vous avez une personne qui vient d'un EHPAD parce qu'il n'y a qu'une aide-soignante et qu'il n'y a pas de médecin, qu'il n'y a pas d'infirmière, on ne peut pas la renvoyer à l'EHPAD. L'aide-soignante n'a pas la compétence pour mettre en œuvre un traitement. Elle ne peut pas poser une perfusion, injecter un médicament. Il faut qu'il y ait une infirmière. Voilà, donc il faut embaucher des infirmières dans les EHPAD. C'est ce qu'on réclame depuis 20 ans. Il faut qu'il y ait des médecins qui s'occupent de ces personnes en EHPAD. Si on veut donc prioriser le maintien à domicile, le maintien à domicile, il faut du personnel qui se déplace, qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, et puis, il faut redonner un sens au travail pour arrêter l'hémorragie de démission de l'hôpital. Démission et abandon du métier. Nous chiffrons aujourd'hui à environ 200 000 le nombre d'infirmières diplômées en âge de travailler qui ont changé de métier. Si on ajoute à ça les 40 000 à 50 000 qui chaque jour vont travailler en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne ou en Suisse, vous voyez le problème. Donc tous ces éléments-là, ça fait... Donc vous savez là, qu'est-ce que nous propose M. Braun? La déclinaison du fameux CNR dans la santé, donc de la parlotte. Bon, le diagnostic, les rapports, il y en a eu 15 000, y compris de McKinsey, des rapports qu'on a mis à la poubelle, McKinsey, mais il y a les rapports du Sénat, de l'Assemblée nationale, du CESE. On a le diagnostic. Alors je vais vous parler maintenant en termes médicaux. Donc on a un diagnostic d'un malade qui est en train de mourir. Est-ce qu'on se met autour de la table pour discuter de son cas? Non. On met en œuvre un traitement avant qu'il meure. Donc on a besoin du traitement. Et le traitement, on le connaît, c'est ce que je vous ai énoncé. Voilà, il y a des mesures d'urgence, il y aura des mesures à moyen terme et à long terme, mais les mesures d'urgence, elles sont très simples, c'est celles que je vous ai décrites tout à l'heure. Justement, Christophe Prudhomme, ça fait des années que les personnels du secteur de la santé tirent la sonnette d'alarme. Mon collègue Djemil, on s'en souvient, il avait reçu en mai dernier Pierre Chevaux-Tellier, qui est un infirmier aux urgences de nuit de l'hôpital, exactement, qui nous alertait sur une situation d'une gravité sans précédent. On vous a également reçu pour parler des mobilisations qui avaient lieu courant mai, fin juin. En quoi la situation actuelle est-elle différente en fait? La situation actuelle est différente dans le sens où dans la population on est en train de gagner la bataille des idées. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux vous dire que les élus de terrain, quelle que soit leur couleur politique, ils ont la pression de leur population. Voilà, ils veulent un médecin traitant, ils veulent un hôpital, et donc ils montent au créneau. Et donc nous on compte, parce qu'on croit encore un minimum à la démocratie, même si mettre un bulletin de vote, ça ne suffit pas toujours, mettre un bulletin de vote dans l'urne, mais là, on espère qu'il va y avoir un débat sur la loi de finances de la sécurité sociale et on va pousser pour que les vraies questions soient posées. Voilà. Et ensuite, on parlait tout à l'heure d'un référendum d'initiative populaire. Nous, on propose un référendum sur une question qui permettrait quand même de débloquer la situation. C'est est-ce qu'on doit exclure le secteur marchand du domaine de la santé et du médico-social? Si on a la possibilité de faire ce référendum, on le gagne. On le gagne. On sait que c'est majoritaire dans la population. Mais après, on s'organise, c'est le service public. Donc c'est le service public. Et eh bien, ça permet effectivement d'avoir de la programmation. On regarde quels sont les besoins et puis on répond aux besoins. Voilà. Et en discutant avec les professionnels, les élus locaux, les syndicats, pour que la santé ne devienne pas une marchandise comme une autre et qu'on aboutisse plus rapidement que certains le pensent ou d'autres le craignent à un système à l'américaine. Parce que le problème, c'est pas de dépenser moins. Les Américains dépensent 18% du PIB pour la santé. Nous, on est à 12,5%. La différence, c'est quoi? C'est le business. C'est qu'on a ouvert le marché. Donc, c'est le marché de l'offre de soins, des médecins privés, des cliniques privées, de l'assurance privée. Voilà. Et ça, on voit bien que c'est très coûteux. Et la question, c'est une question politique. Et on l'amènera sur le terrain politique. Et je peux vous dire que nous, on sent quand même que la colère monte dans la population. Et on fera tout pour qu'il y ait une expression de cette population auprès de leurs élus dans les territoires pour que, effectivement, on arrête de fermer les hôpitaux, qu'on régule l'installation des médecins et puis qu'on ne soit pas obligé d'avoir une complémentaire et une surcomplémentaire pour se soigner. Parce que c'est ça quand même aujourd'hui. Alors, comment expliquer qu'on n'ait toujours pas réussi à tirer des enseignements de cette pandémie? On l'a rappelé tout à l'heure, il y a eu 5700 lits qui ont été fermés après une crise
mondiale comme celle-là, on aurait dû préserver cet hôpital public. Parce qu'on passe d'une priorité à une autre. C'est-à-dire qu'il y a eu la crise, les gens étaient focalisés sur le système de santé, maintenant c'est le pouvoir d'achat. Voilà, on est dans un système politique qui dysfonctionne. On voit bien, de moins en moins de gens participent aux élections. Il y a un véritable problème. Alors moi, je peux vous dire, je vais vous donner l'exemple du CPE, qui a été une grande lutte et on a gagné. Un mois avant, on était en réunion intersyndicale, on ne savait pas comment on allait mobiliser les gens. On sentait bien qu'il y avait la possibilité, mais ça décollait pas. Et puis, à un moment donné, la mayonnaise a pris, et puis on a réussi à initier un mouvement de grande ampleur. Là, on sent que le terrain est favorable. Quand est-ce que ça pourra partir? Mais je ne sais pas. Mais pour moi, je suis un fiefé optimiste. Je pense que, vous voyez, les débats pour lesquels je suis invité, je sens que là, il y a un niveau de colère qu'on n'a jamais connu. Voilà. La question, c'est, vous voyez bien, je vous disais tout à l'heure, il y a une crise de la démocratie. Comment on fait? On vote blanc, on vote noir, c'est la même politique qui est menée. Alors, il y a un moment donné, moi je ne suis pas pour prendre le fusil, mais je suis pour qu'on crée le rapport de force peut-être différemment. Alors, est-ce qu'il faut à un moment donné que sur la question du système de santé, on se donne les moyens, comme ça a pu être fait à une époque, en rassemblant l'ensemble des partis de gauche, des syndicats, là il y a la marche sur le pouvoir d'achat, est-ce qu'il faudra faire une grande marche pour la santé à un moment donné, avec 1 million de personnes à Paris? Peut-être que oui, c'est peut-être la solution, à voir comment on pourra la construire, mais chaque pierre est importante, la mobilisation d'aujourd'hui est importante pour redonner déjà de l'espoir au personnel. Je peux vous dire que les collègues qui étaient là, ils étaient contents de se retrouver et qu'on parle de nous et qu'on pose des vrais problèmes, qu'il y ait beaucoup d'élus qui se sont déplacés. Donc ça, c'est un signe. Pris en photo, on les a bien vus sur Twitter. Ça, c'est un signe. Alors, oui, prendre en photo, c'est bien, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils bossent. Hein, et on va surveiller, effectivement, s'ils sont bien porteurs de ce qu'on leur a demandé de porter. Je pense qu'un certain nombre vont le faire. Hein. Donc, voilà, c'est... moi, je suis plutôt rassuré par le fait que, sur cette question, et Orpea, le scandale d'Orpea nous aide, sur cette question qu'on doit exclure la santé et le médico-social du secteur marchand, on a gagné sur l'idée. Si on a gagné sur l'idée, ça donne la possibilité ensuite de gagner politiquement. Alors comment on s'organise pour créer des rapports de force pour gagner politiquement? Moi, j'ai pas la solution, mais enfin, j'apporterai ma pierre avec d'autres. Et puis voilà. Et puis il faut toujours garder dans la tête cette formule qu'on répète en permanence de Brecht. Voilà, celui qui se bat pas a déjà perdu. Hein, celui qui se bat peut gagner, peut perdre, mais il peut gagner aussi. C'est vrai. On a envie de se battre, on a envie d'être optimiste comme vous, mais c'est vrai que l'actualité est plutôt désespérante. On l'a dit tout à l'heure, un homme de 80 ans est mort le 1er septembre après avoir passé une vingtaine d'heures sur son brancard aux urgences du nouvel hôpital civil de Strasbourg. Vous l'avez rappelé, la famille va porter plainte et vous lui avez apporté votre soutien. On peut aussi évoquer le cauchemar qu'a vécu une résistante de 98 ans, aveugle, contrainte d'attendre 24 heures sur un brancard d'un hôpital parisien sans rien manger. Alors son sort est celui des millions de Parisiens et de Français. C'est elle qui a tenu à le rappeler dans une interview. Très honnêtement, on ne sait même plus quoi faire pour que ça bouge. Il y a des morts, il y a des témoignages qui vont dans le sens des morts, et pour un qui est médiatisé, il y en a 10 qui ne sont pas médiatisés. Et là, Madeleine Riffaut, que je connais bien, effectivement, elle a utilisé son aura pour dénoncer la situation dans laquelle se trouvent des centaines de milliers de personnes âgées qui passent aux urgences chaque année. Voilà. Et donc, mais le fait que c'est un tel retentissement, et vous voyez que sa lettre ait été reprise sur les réseaux sociaux par des professeurs de médecine qui sont plutôt, vous voyez, font partie de l'establishment, c'est quand même aussi un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, pour vous donner un petit signe d'optimisme... Parce que la lettre à laquelle le directeur n'a pas répondu. Oui, mais ici, il a commencé à répondre, mais dans mon hôpital, la dernière commission médicale d'établissement, la semaine dernière, à l'unanimité, les médecins ont voté une motion de défiance contre la direction de l'assistance publique. Vous voyez, c'est quand même nouveau ça, avec des médecins qui se sont permis d'interpeller le directeur d'établissement de manière assez virulente. Voilà, ce qui est assez nouveau. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont plutôt traditionnellement, des gens qui votent plutôt à droite, mais qui là, c'est un cri du cœur. Un collègue qui dit « Monsieur le directeur, je n'ai plus les moyens de soigner mes patients ».
voyez, quand c'est un professeur de médecine qui dit ça, alors que c'est quelqu'un qui est en fin de carrière, qui s'est jamais rebellé, mais jamais de sa vie, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans ce pays. Voilà. Donc, moi, je suis pour pousser à ce que, de manière un petit peu virulente, on foute le bordel. On foute le bordel pour que M. Macron se retrouve en difficulté, dissolve l'Assemblée nationale, et puis qu'on puisse être dans une dynamique positive pour dire on peut changer les choses si on élit une autre majorité à l'Assemblée nationale. Eh bien, on va rester sur cette proposition, Christophe Prudhomme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien évidemment, on va suivre les mobilisations qui vont succéder à celle qui a lieu aujourd'hui. Il y a un autre rendez-vous très important, le 28. Le 29. Voilà, il y a le 29 qui est la journée d'action intersyndicale. Et puis, il y a la marche du 16 octobre, à l'appel des partis de gauche. Bon, malheureusement, les syndicats, pour l'instant, souhaitent pas s'y associer. Mais bon, les militants y seront. Et c'est important, hein, vous voyez, de rythmer... le 29, c'est intersyndical, c'est la manifestation traditionnelle, un jour de semaine. Le 16, c'est un dimanche, pardon. Ça va permettre qu'il y ait des cars qui viennent de province, voilà, qu'il y ait une mobilisation qui permette de montrer quand même la force des gens qui ne sont pas satisfaits de la politique qui est menée à l'heure actuelle. Merci Christophe Prudhomme, médecin, urgentiste, dans le 93, à Bobigny, plus précisément. À Bobigny, France, oui. Exactement.